Allez, bonjour à tous, Guillaume Castagnet, Allo Frelon. Aujourd'hui, je suis chez Florent Coletta. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, Florent, il a inventé un petit procédé, plus qu'un petit procédé même, puisque c'est un procédé qui permet d'aller traquer les nids de frelons, donc de coller une puce sur un frelon asiatique et de le suivre jusqu'à son nid pour aller repérer le nid, pour essayer de détecter précocement le nid et de le détruire le plus rapidement dans la saison. Voilà, donc comment t'en es arrivé là, Florent? Bah, la petite histoire, elle est assez marrante. C'est-à-dire qu'au début, c'était plutôt un défi technique. En me disant. En fait, je pensais que ça existait. Et quand je me suis rendu compte que ça n'existait pas, je me suis dit, bon, bah, je vais bosser un petit peu dessus, voir si j'arrive à m'en sortir. Ouais. Et c'est en faisant des essais, et donc d'aller contacter des associations d'apiculteurs, Ouais. que j'ai pu me rendre compte des dégâts qui étaient causés par les frelons asiatiques. Tu as vu qu'il y avait quelque chose à développer, qu'il y avait un besoin derrière et que Voilà, les apiculteurs étaient impactés par le frelon asiatique. j'ai vu l'ampleur des dégâts simplement, hein. Donc, et du coup, ça m'a donné envie de m'accrocher. Il faut savoir qu'au début, évidemment, ça ne marchait pas du tout. Ouais, comme Ça a démarré. toutes les innovations, au départ, on tâtonne. Voilà, j'aurais pu laisser tomber, mais justement, en me rendant compte de l'intérêt suscité par le projet, je me suis accroché. Et puis après, quand j'ai commencé à voir un truc qui commençait à marcher, et puis à trouver les premiers nids, après, ça se fait tout seul. Alors, l'avantage de trouver un nid précocement dans la saison, en fait, ça va être d'éviter que les gîtes se développent. Ouais, il y a deux avantages majeurs. Ouais. Plus tôt on trouve le nid et on le détruit, plus rapidement on baisse la prédation sur le rucher. Ouais, bien sûr. Avec les pertes de miel associées à un rucher qui est en mode défense. Le stress, le stress et puis la potentielle mortalité de l'essaim. Ouais. Et après, avant octobre, si on détruit le nid de frelon, il n'émet pas toutes les futures fondatrices qui vont être, elles, pourvoyeuses des futurs nids dans la zone. Quoi. Donc on casse la reproduction et on évite qu'il y ait davantage de nids suivantes à proximité. Quoi. Donc on baisse un petit peu la pression sur le futur aussi. Ouais. Exactement. Ouais. Ok. Toi, tu étais du métier déjà au départ? Tu travaillais dans la radio? Pas du tout. J'étais dans l'aéronautique, comme beaucoup de gens à Toulouse. Ouais. J'étais directeur d'usine, on faisait des pièces en titane pour tout ça. D'accord, ok. Donc, rien à voir. Ouais. Mais quand même dans la techno, quoi. Ouais, ça c'était mon histoire. J'ai étudié à l'école à Supaéro, là à côté. Ouais. Et donc, le traitement du signal, tout ça, c'est des choses qu'on avait. Qu'on évoquait, donc j'étais pas complètement neutre, mais surtout en fait, l'idée de base c'était que je voulais faire un système qui soit accessible au plus grand nombre. Ouais. Donc ça veut dire pas cher et relativement simple. Et ça, du coup, avec mon passé d'industriel, j'avais un peu en tête les leviers sur lesquels je pouvais agir pour proposer la simplification du process. Du procès de fabrication. L'idée qu'en tête, on est en toujours de maintenir un prix contenu avec un système contenu. Tout ça, c'est des choses que. Oui, ça faisait partie de ton ancien métier. Ouais. Je voyais bien que malheureusement, dans la vie, c'est souvent comme ça dans le business, c'est-à-dire que les mecs développent, lèvent des fonds, machin, un truc et tout, et puis après on se retrouve avec un produit hyper cher. Qui ne correspond pas forcément sur un marché de niche, alors que si on le prend à l'envers, c'est-à-dire que si c'est un élément de base et qu'on construit tout autour d'avoir un prix qui soit, un produit qui soit à un coût contenu, et après on est capable derrière de le produire. Au lieu de partir du produit, tu es parti du client, il y a besoin du client et tu t'adaptes au maximum à ce que cherchent les gens. Quoi. Voilà l'idée, comme je dis, honnêtement je ne l'ai pas fait pour les apiculteurs, mais rapidement je me suis dit il faut que je fasse un produit pour les apiculteurs. Ouais. Et du coup, c'est pas un produit pour les universitaires, l'air de rien, qui ont plein de fric et machin truc. Bien sûr. Quand je dis ça, j'espère que je ne me fais pas des ennemis, qui ont en tout cas des budgets qui peuvent être conséquents, qui peuvent se permettre de partir sur des. Je parle là de plusieurs milliers d'euros pour aller faire telle ou telle recherche. voilà, tu comprends, moi c'est pas ça. Mon produit est fait
pour être sur le terrain, pour rendre service au quotidien pour des gens, à des gens qui ont ce besoin qui vont de repérer le nid mettre quelques dizaines d'euros, je veux dire. Voilà, donc, Ok. Bon, j'ai préparé quelques petites questions, donc ça sera peut-être pas trop fluide à certains moments, hein, veuillez m'en excuser. Je vais te poser ces questions une par une. Bon, la prédation des frelons, c'est un problème sur les ruchers aujourd'hui, ça on en a bien parlé, on a bien conscience tous. Pour rentrer un petit peu dans le technique et dans le travail de terrain, souvent les nids se trouvent dans des environnements boisés. Qu'est-ce que tu peux me dire de ça? Est-ce que c'est compliqué de repérer un nid qui est au milieu d'une forêt, ou est-ce que c'est plus compliqué ça, ou un nid qui va être dans un environnement plutôt urbain? Enfin, quelles expériences tu as les expériences, elles sont à ce sujet-là, elles sont assez simples. C'est-à-dire que je m'entraînais au sud de Toulouse, là, au domaine de Candy, ça s'appelle. Au début, donc, j'essayais déjà de mettre la balise sur le frelon. Je fais un peu une digression. Et donc la balise, t'en connais, on m'a montré un peu peut-être à quoi ça ressemble. Donc la balise, c'est... donc là, on a l'émetteur. Je vais voir que la caméra prenne bien. C'est tout, tout petit. Ça hein. marche. Voilà, sur laquelle on a une batterie. Alors, je vais essayer de la montrer. Alors là, le facteur limitant que tu as trouvé rapidement, ça a été la miniaturisation. Il a fallu que ça soit léger pour que le frelon puisse la transporter. Le but numéro 1, c'était déjà est-ce que le frelon pouvait partir avec un émetteur, quelle que soit sa capacité, sa portée, etc. J'ai essayé de faire ça, donc j'ai passé la première année à me battre là-dessus. Le dimensionnement, la forme, le machin, le truc. À faire des tests, à essayer de choper des frelons, à essayer de recoller des trucs dessus. 320 frelons la première année, avec différents systèmes d'accrochage. Voilà, pour arriver à faire décoller le frelon. Des colliers, de la colle. À la fin, ça voulait un petit peu décoller, mais bon, c'était pas terrible. Sauf que l'hiver qui suit, les gens commencent à manifester leur intérêt parce que le bouche à oreille fonctionne. Et donc je me dis, il faut que je m'accroche. Et l'année d'après, en 2023, du coup, je bosse l'hiver pour arriver à plusieurs options différentes qui commencent à être de mieux en mieux. Et en 2023, j'arrive à faire décoller le frelon avec les balises. D'accord, parce que mieux placé sur le frelon, parce mieux que placé, plus léger. beaucoup plus léger. À combien de 0,12 grammes. 0,12 grammes, ok. Avec la batterie et tout. Le poids d'une abeille, quoi. En quelque sorte. À peu près. Et voilà, et surtout le mode d'accrochage. Donc, au début, j'essayais de les accrocher entre le thorax et l'abdomen avec soit des ficelles, soit des trucs, mais le frelon essayait de s'en débarrasser constamment. Comme un collet, un petit collet. La petite histoire, c'est que quand vous faites ça, le frelon, il va mettre des dizaines, voire des heures à accepter sa charge et à rentrer au nid. Et encore une fois, moi, mon objectif, c'est un outil qui soit disponible pour tout le monde. Ce qui veut dire, c'est que, c'est clair, c'est qu'il ne faut pas que ça prenne 2 jours à 10 bonhommes, parce que ça n'a pas de réalité pour moi. Et puis là, je vois un autre facteur limitant, c'est la durée de la batterie. Si ta batterie se décharge en 10 minutes, si le frelon il met 20 minutes à rentrer au nid, c'est trop tard. Voilà. Tu ne pourras pas le donc il y avait cet aspect-là, technique, mais il y avait surtout l'idée que si je n'ai pas un produit, mon objectif, moi, c'est une personne en moins d'une heure. Donc, et donc, je me suis accroché à ça pour me dire, tant pis, il faut que je continue à bosser pour que 5 bonhommes pendant une journée pour trouver un nid, ça n'a pas de réalité. Enfin, on peut s'amuser, on peut faire des expériences, tout ça, mais... Il peut y avoir une réalité quand on est apiculteur amateur, quand on veut aider, quand on est bénévole. Si on commence à travailler après avec des professionnels, il y a une problématique de coût horaire derrière. Exactement. Qui fait que ça va pas être rentable. Et puis voilà, et même pour... Donc, quand on est apiculteur amateur, on va le faire un coup parce que bon, c'est entre guillemets marrant, ou en tout cas ça nous intéresse. Mais derrière, si on veut commencer à dire bon, c'est un vrai outil, ça répond à rien. Donc bon, je bossais sur ce projet école, et à la fin de la saison, je me rends compte qu'il y avait un nid qui était en face des ruches sur lesquelles je me pointais tous les jours dans l'arbre. Mais tant que les feuilles n'étaient pas tombées, je passais, et je peux vous dire qu'en plus, sur les premiers frelons que j'ai pipés, j'avais les yeux, je scrutais partout. Tu n'avais pas vu à cause des feuilles. Et donc, pour dire que les yeux grands ouverts, à passer mes journées à regarder, je passais devant tous les jours. Et je ne voyais pas de nid. Donc, l'environnement boisé, si vous voulez, si vous avez un nid et que vous ne savez pas où regarder,
Et puis la difficulté, ça peut être aussi qu'il y a plusieurs nids. Donc tu vas penser que ça y est, le problème est résolu, mais il y a un autre nid à 50 mètres et tu l'avais pas vu. Voilà, et il ne faut pas se tromper de combat, c'est qu'en plus, donc d'après Osman Gouchekel, du coup, je vois un nid qui est tout proche, je le fais détruire. Ça ne baisse pas du tout la prédation. Donc le nid qui était à 50 mètres, manifestement, ne générait pas de prédation. D'accord, pas sur ce rucher. Voilà. Alors, donc ensuite, je trouve un second nid, pareil, au hasard de mes circulations, je fais détruire. Toujours à 150 mètres, 200 mètres. Ouais. Je ne baisse pas la prédation. Okay. Et après, le nid qui a... Donc après, j'équipe un frelon, je le suis jusqu'au nid. Le nid, je le fais détruire, plus de prédation sur les ruches. Et ça, c'était dû à un seul truc, c'est que ce nid-là, qui était loin, il était au bord du périph' toulousain, dans une espèce de casse automobile. Ouais. Donc je suppose que les frelons n'avaient aucune autre source de nourriture. Et donc ils avaient spoté cet endroit-là comme une source potentielle. Donc ils faisaient leurs allers-retours. Ouais. Et c'était ce nid-là qui générait la prédation. L'opportunité faisait qu'ils étaient arrivés peut-être les premiers sur le rucher, sur cette ruche-là. Et du coup, comme ils étaient là, peut-être qu'ils chassaient un petit peu les autres. Hein, alors voilà, il y a cette possibilité-là. La deuxième possibilité, c'est que les autres nids donc, qui étaient autour, cet endroit-là, vous avez des vignes, vous avez des pommiers, donc il y a des fruits, il y a de la végétation, donc il y a potentiellement d'autres sources de nourriture. Oui. Au bord de petits ruisseaux. Ils sont comme nous, hein, quand le magasin n'est pas loin, on va faire les courses au magasin le plus proche. On n'a pas d'intérêt à aller de l'autre côté de la ville faire les courses. Voilà, et après, peut-être qu'il y a un peu de. Enfin, attaquer des ruches, voilà. Et après, l'autre possibilité, c'est que ces frelons-là, ils n'aient pas inscrit dans leur ADN qu'il faut prédater les ruches, je sais pas. Peut-être aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était les deux nids les plus proches. D'accord. Leur destruction n'a pas généré. N'a pas agi sur. Ouais. C'était celui qui était à 600-700 mètres. Donc, il n'y a pas de vérité ultime. Et la nature, on surprend tous les jours. Je pense que c'est compliqué. Si tu veux, dans la première vidéo que j'avais fait avec Étienne. Il y a 2 ans. Ouais, j'ai une balise qui a une portée de 250 mètres. C'était en 2023 quand je commençais à pouvoir faire décoller les frelons. D'accord. Parce que tout le monde pensait que ça allait à quelques centaines de mètres. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passait? On trouvait des nids à l'automne, à l'hiver, en se disant, bon ben, s'il y a un nid là, c'était lui qui devait me faire la prédation. Ouais. Et donc, on avait fait ce petit raccourci en disant, ben, les nids sont à 100, 200 mètres. Ils sont pas loin, ouais. Sauf que là, on voit avec Étienne, alors dans la vidéo qui monte, à la fin, on ne voit pas tout, mais on équipe 5 frelons dans la journée. Ouais. Il y en a 3 qu'on perd à 1,2 km, 1,5 km au-dessus des champs de maïs et qui partaient encore plus loin. Donc, qui faisaient des... Et là, la puce est perdue, tout est perdu. Hein. Bah, surtout qu'à ce moment-là, j'ai 250 mètres de portée. Aujourd'hui, tu as combien de portée sur 3-4 km. 3-4 km. En espace libre. Ouais. Mais à l'époque, j'avais 10 fois moins. Ouais. Parce que là, on pensait que c'était pas loin, donc il n'y avait pas besoin de travailler là-dessus. Aujourd'hui, ce problème ne se pose plus. Le frelon, il ne va pas partir à 4 km à son nid de toute façon. T'es un de ça, enfin, t'es un de là. Ouais, la plupart des nids qui se trouvent, les nids les plus loin qu'on trouve, c'est à 1,5 km. 2 km. C'est ce qu'on dit nous aux clients quand ils nous demandent de quelle distance ils peuvent venir, ces frelons-là. Souvent, d'après ce qu'on a vu, d'après ce qu'on a pu voir dans les études et d'après ce qu'on peut regarder un petit peu sur le terrain, 1,5 km, 1,7 km. Après, dessus, c'est quand même assez rare. Ouais, effectivement. Ouais. Donc, là, c'est ce qui a été trouvé. Ouais. Mais souvent, c'est plusieurs centaines de mètres, contrairement à ce qu'on pensait avant. Donc, pour revenir à ce que tu disais, c'est que, en fait, ce système, il nous permet de nous rendre compte de manière absolue du comportement des frelons qu'on ne pouvait pas faire avant. Et oui. Tant que tu ne peux pas les tracer, tu pouvais faire des suppositions, mais tu ne pouvais pas être sûr. C'est un outil qui permet de détecter, mais qui permet aussi d'étudier les comportements. Ce que fait l'INRA à Avignon, là, et l'ITSAP. Ouais. Donc eux, ils commencent à utiliser cet outil pour spécifier le comportement. Parce que là, donc, ils répètent, donc ils trouvent des nids à chaque voyage. Quoi. Donc, ils sont à l'aise avec... Là-bas, ils en ont aussi. Hein, ils sont à l'aise avec l'outil. Donc là, ils commencent à s'en servir pour faire des tests, de savoir quand on dépasse un frelon, de combien on peut dépasser un frelon qui rentre au nid. Donc ils s'en servent comme un outil d'analyse comportementale. Sachant que, bon, il faut quand même se rendre compte que quand tu fais ça, c'est légèrement biaisé. Ouais. Là, puisque tu as accroché un truc sur le dos du frelon, potentiellement tu as modifié son comportement. Ouais, voilà. Mais par contre, quand tu n'empêche que si tu te déplaces de 3 km, que tu relâches le frelon qui rentre au nid, tu peux toujours dire, bon, mais le frelon s'est rentré au nid
quand je l'ai amené 3 km plus loin, il y a ça, ouais. Et puis, tu as des choses que tu peux quand même lui dire. Il y a aussi le moment biologiquement où le frelon va rentrer au nid, c'est-à-dire que quand il est en recherche de nourriture ou quand il a mangé, il ne va pas avoir non plus le même comportement. Est-ce que tu as des retours sur... Là, on les nourrit plus. Tu les nourris plus. D'accord, tu les nourris plus et tu as l'impression qu'il rentre de suite une fois qu'il a ça, parce que ça le dérange. Alors, il y a deux choses compliquées. Ouais. Enfin, pas compliquées, c'est pas bon mot, mais il y a deux choses. Ouais. Aujourd'hui, le procédé qui permet de trouver les nids avec la plus grande fiabilité, c'est de mettre un petit pot de miel. Ouais. Donc, les frelons, ils commencent à établir leur aller-retour. Okay. Et donc, en fait, ils sont, entre guillemets, presque dressés, ces frelons-là. Et donc, c'est sur ces frelons-là qu'on vient apposer l'émetteur. D'accord. Tu ouvres le pot de miel, tu laisses faire pendant plusieurs jours? Ouais, là c'est une couvercle. C'est ce que tu as dehors? Ouais, un petit couvercle à la con. Alors maintenant, je mets un petit pot qui fait pile la taille de mon piston sur lequel je fixe le frelon, comme ça, c'est encore plus simple. Le frelon, il vient, il boit, il fait ses allers-retours, moi j'installe le truc. Après, c'est ces frelons-là, waouh, la machine à café qui va foutre le bordel. Donc c'est pour un montage. Ouais, ça peut être sympa aussi. J'attends que ça passe. Mais donc, ces frelons-là qui ont commencé à établir les allers-retours, donc ceux qui sont les plus affûtés, en fait, ils leur mettent un petit coup de peinture, ils minutent l'aller-retour. Il y a des abacs qui permettent de dire quand le frelon il met tant de temps, c'est que le nid a tant de. Oui, donc ça permet déjà. Divisé par le temps. Voilà, de Jersey, je crois que ça s'appelle. Ça permet déjà d'avoir une estimation de l'endroit. Ouais. Et voir l'accessibilité en ville, c'est important. Moi, j'ai la voie ferrée derrière, si tu veux, tu peux pas passer où tu veux. Donc, de savoir déjà. Contrainte d'accessibilité. Voilà, les contraintes d'accessibilité, tu commences à les anticiper. Et surtout, ces frelons-là que tu colles. Donc, ces frelons-là, tu les attrapes, tu leur mets dessus, ils partent direct au nid. Et alors, comme ils ont déjà un peu mangé, mais tu sais pas s'ils ont mangé assez. Devant les ruches, c'est étonnant, ça n'a rien à voir. Je sais pas, quand je leur mets dessus, ils partent. Avant, je les nourrissais. Ouais, tu les as endormis aussi avant, c'est-à-dire que tu les mets dans du. Ouais, avant, je les mettais au froid. Dans une éprouvette à la glace, exactement. 11 minutes. Ouais, ça c'était avant. Ça c'était avant, ouais. Et aujourd'hui alors? Depuis cette année-là, donc l'équipe du GDSA de 63, ils ont pas mal bossé et ils ont bossé à mettre au point en fait, un système avec une sorte de grille. Et avec un petit piston qui vient pousser le frelon contre la grille, qui permet de le maintenir. Tu peux le manipuler sans risque de piqûre. Voilà, il est coincé. Avec des gants quand même. Il est coincé. Non, il est contre la grille, si tu veux. Ouais. Et donc le frelon, il présente son thorax bien comme il faut. Donc ça permet de coller sur un frelon et de vérifier le collage avant qu'il parte. C'est un petit cylindre, un grillage. Ouais, il est encore en train d'évoluer, mais si tu veux. Donc là, c'est un petit élastique pour maintenir le frelon en pression, parce que le frelon a quand même de la force. T'as juste un petit grillage qui va bloquer le frelon, par lequel qui est assez grand pour laisser passer la balise comme on colle derrière. Donc avec un petit sillon pour maintenir le frelon. Donc l'idée c'est que le frelon, il ne faut pas qu'il se mette en travers, donc il faut bien qu'il se les ailes. Tu le chopes d'un piège. Ouais, j'ai mon petit bocal, tu vois, j'ai le miel, je vais mettre ça au-dessus. J'attends, au bout d'un moment, il a fini de bouffer, il monte, il veut s'échapper, il se retrouve contre la grille. Là, je fais ça, parce que lui, il veut toujours monter, il veut la lumière, donc il veut sortir. Et puis après donc, il y a un petit jeu de positionnement, donc j'arrive petit à petit à le mettre bien. Il se met dans la fente. Et il vient se coincer contre les bords, donc derrière. Je bloque avec le petit élastique. Ça te permet de le manipuler tranquillement. Là, une fois que je suis comme ça, je suis tranquille. Je peux poser ma petite colle, je peux venir coller. Et surtout, je peux vérifier mon collage avant qu'il décolle. C'est sûr que ça va tenir. Donc voilà, le froid, c'était le seul truc qui fonctionnait. On a fait plein de. Le CO2, ça n'a jamais marché. Ouais, ça arrivait même à les tuer peut-être. Des fois, ouais. Mais même quand tu réussissais bien le coup, s'il s'envolait bien, tu es content. Jamais de nid trouvé. D'accord, ok. Donc le seul truc qui marchait, c'est quand on mettait un tout petit peu de CO2 pour à peine le rendre groggy. Mais là, par contre, il faut aller hyper vite, il faut que le collage ne chie pas. Enfin bon, c'était chaud, quoi. Ouais, bien sûr. Donc le froid, c'est le seul truc qui marchait. Mais le problème, c'est que ça avait trop d'aléas. C'est-à-dire qu'il y avait de la condensation sur son dos, donc le collage est raté. Des fois, il se réveillait trop tôt. Sur la température extérieure, l'humidité, donc le collage n'avait pas le temps de prendre. Des fois, il ne se réveillait pas parce qu'il était plus faible, il canait et il mettait vachement de temps à rentrer au lit.
D'accord. Ouais. 1 h 30 en moyenne. Combien de temps à peu près là, il part au nid directement. Il part au nid directement. Donc, quelques dizaines de minutes, c'est... Est-ce que tu penses que c'est comportemental, c'est-à-dire de lui coller quelque chose qui a le poids d'une abeille? Est-ce qu'il se dit, tiens, j'ai une abeille inconsciemment? Je pense pas ça. D'accord. Je pense qu'effectivement, il se dit, ah, j'ai quelque chose, il y a un truc. Il rentre au nid comme un réflexe. Ouais. Et étonnamment, il ne fait pas les allers-retours immédiats. D'accord. Par contre, il va recommencer à les faire au bout d'1 heure. Vous allez retrouver le frelon à votre pot là, qui va continuer sa vie. Et il va revenir. Ah ouais, après il vit avec sa valise. Donc ça, c'était la bonne nouvelle, qui était déjà la bonne nouvelle de l'année dernière. Ouais. Le frelon, il supporte tellement bien qu'il fait, après il vit sa vie. Donc c'est que le poids est bon, c'est que la forme est bon, c'est que le système d'attache ne le gêne pas. Ouais, ça aussi, la durée de la batterie. Et donc la durée de la batterie, on avait 3 heures d'émission. Ouais. Parce qu'il y avait une moyenne de 1 h 30 de chasse, donc c'était un bon temps. Aujourd'hui, qu'on est en train de tomber à quelques dizaines de minutes, cet hiver, je vais bosser sur des balises qui mettent moins longtemps et plus fort. D'accord, moins longtemps, plus fort, plus légère, surtout peut-être aussi. Alors, je vais continuer à travailler sur le poids, parce que quand il y a, pour essayer d'avoir un éventail de cas d'utilisation qui soit le plus large possible. Aujourd'hui, ça marche. Sauf que quand vous avez du vent, j'ai fait des essais à Clermont notamment, 50-60 km/h de vent. Il y a une prise au vent quand même, quand le frelon il se traîne mal avec ça, ça le déstabilise un peu. Je pense qu'il y a, de toute façon, d'avoir un truc plus léger, ce sera forcément que des bonnes nouvelles. Oui. Maintenant, moi, dans des priorités des développements, c'est pas celle-là qui passe en priorité 1, mais par contre, je vais continuer à travailler là-dessus. Je vais vouloir des balises qui émettent plus fort. Plus fort, parce qu'on se dit, attention, 3-4 km, je comprends pas, c'est déjà bien. Sauf que ça en espace libre. L'onde radio, elle n'est pas interrompue par un mur ou par... Ah si, justement. Une onde radio, ça passe pas à travers les murs, c'est comme la lumière, si vous voulez. Donc c'est une onde. Donc ce qu'elle va pouvoir faire, c'est qu'elle va rebondir, elle va diffracter, elle va contourner, elle va s'accrocher. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, j'ai 3-4 km, mais moi, quand je suis en centre-ville de Toulouse, j'ai 300 mètres. Oui, c'est sûr. Ce qui me permet quand même de trouver des nids, c'est bien, mais en augmentant la force des balises, ça pourra permettre peut-être d'avoir 500 mètres en ville. En ville, le problème aussi, c'est la circulation humaine, prendre des chemins qui sont balisés, des sens uniques, on ne peut pas se déplacer comme on veut. Effectivement. Le frelon, lui, va tout droit, le bonhomme par terre, il est obligé de suivre des... Ça, c'est un problème. Mais par contre, en ville, vous avez l'avantage qui vient avec ça, c'est qu'en fait, les endroits potentiels où sont les nids sont moins nombreux. D'accord. Donc, du coup, derrière, quand vous arrivez à suivre, la plupart du temps, moi, en ville, c'est dans des arbres. Les arbres en ville, il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins, ou alors en sous-toiture. À Montauban, donc les équipes à Montauban, ils ont eu ce cas-là. Alors ça, c'est un cas malheureux. Sous-toiture, le mec, il veut pas sortir de nuit, donc par contre, ou en ville, sur des arbres ou quoi. Donc vous avez un petit peu les inconvénients et puis les avantages qui vont avec. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en forêt où chaque arbre abrite peut-être un nid, mais par contre, effectivement, les accès sont plus difficiles. Donc, compliqué à trouver vraiment les endroits et suivre le frelon. Mais alors moi, c'est pour ça que j'avais fait ce modèle, c'est-à-dire que de dire que j'essaie de vendre un truc pas cher, parce que j'avais bien en tête que, en fait, suivant les environnements, potentiellement, les stratégies et les méthodes à mettre en place sont pas les mêmes. Peut-être même que les balises à utiliser ne seront pas les mêmes in fine. Peut-être plusieurs gammes en fonction de la typologie. Suivant les environnements, sachant que je ne suis même pas sûr que le frelon asiatique qui est à Toulouse se comporte de la même manière que celui qui est arrivé à Lille ou en Belgique aujourd'hui. Parce qu'il s'adapte à son environnement aussi. Donc, tout à fait. Et donc l'idée, c'était vraiment de laisser ouvert et de multiplier les gens qui vont déployer ce système, d'assurer mon support maximum pour que derrière je récolte aussi leur retour. Et d'être capable de dire, là ça a bien marché quand on fait comme ça, là peut-être que c'est un peu plus ça. Alors, une question me vient, nous les professionnels de la désinsectisation, de la sécurisation, on essaye toujours de travailler dans le respect des écosystèmes et d'être le moins impactant possible. Et on a une problématique l'été souvent, c'est la présence du frelon européen autour des lumières. Et les gens
n'arrivent pas à trouver les nids et ça peut poser des problèmes de sécurité. Souvent, ils nous demandent de rechercher le nid et s'il est à côté, on le détruit. Pour la sécurité, normalement, on ne le ferait pas, mais pour la sécurité, on peut le faire. Est-ce que c'est un modèle qui est adaptable sur le frelon européen pour ce genre de choses? Le frelon européen il est plus balèze et avec ça il vole. Il emportera. Ouais, en fait, au début, il prendra la batterie. Au début, quand j'ai fait les essais, je me suis un peu fourvoyé parce que j'ai aussi essayé sur des frelons européens parce que je viens du sud Gironde et là-bas il y en avait pas mal. Et l'asiatique en pleine forêt, on n'en avait pas trop. Enfin, surtout qu'il est plus difficile à rencontrer. Donc, alors que l'européen, le soir, comme tu dis, une lumière et c'est gagné. Il y a 50 frelons autour de la lumière. Donc, au début, j'ai un peu enlevé le maillot un peu rapidement, si vous voulez. D'accord. En faisant des essais, donc il est plus balèze et il vole à l'aise avec le truc. Et puis le nid est souvent moins loin aussi. Donc, ouais, par contre, le nid, il peut être dans des endroits. Alors, la petite histoire, c'est que j'ai trouvé un nid qui était dans le tronc d'un arbre. Ouais, cavernicole. Et ce qui était le frelon asiatique, j'ai l'impression qu'on rencontre moins. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai jamais rencontré. Ça peut arriver, ça nous arrive d'en voir pas mal, mais souvent, c'est les étés où il y a eu des canicules, où on voit qu'ils vont se mettre à l'abri, soit dans des murs, soit dans des troncs, mais c'est quand même assez rare. Donc, souvent, donc pour la petite histoire, donc là, c'est sûr, de voir le frelon européen, ça, c'est sûr que ça fonctionne bien, mais bon, moi, j'avais gardé les yeux rivés sur le frelon asiatique pour voyeur de prédation pour les apiculteurs, donc c'était bien ça mon objectif. Sachant que j'ai entendu dire qu'il y avait des frelons européens qui commençaient par mimétisme, on pensait peut-être. Ouais, alors par mimétisme, ou je me demande si c'est pas aussi par manque de nourriture à un moment donné, puisque l'asiatique lui prend un petit peu les ressources, donc il se retrouve à avoir un peu faim et il voit l'autre bouffer, par mimétisme il fait pareil. Peut-être, j'ai entendu dire ça, mais je ne l'ai pas observé. Beaucoup d'apiculteurs remontent ces informations-là. Alors aujourd'hui il y a pas mal de technos qui arrivent fort, l'IA notamment. Est-ce que toi, l'intelligence artificielle, ça t'aide au quotidien? Et est-ce que tu penses qu'avec de l'IA dans un process, ça pourrait aller plus vite et tu pourrais améliorer les choses? Ou pas forcément. Alors, est-ce que ça m'aide au quotidien? La réponse est oui. Oui, puisque j'ai développé une application qui est sur téléphone justement pour rendre le système le plus simple possible. Ouais, mais tu peux peut-être montrer la. Alors attends, mon téléphone doit être en veille, mais je peux. Non, on voit le truc là. Ah, donc donc cette application que j'ai développée, mon but toujours pareil, garder le moins cher possible, donc je ne voulais pas spécifier un récepteur, parce que ça va entraîner des coûts de plusieurs centaines, voire milliers d'euros. Donc j'ai pris des briques existantes et j'ai adapté et j'ai développé du soft. Donc une application téléphonique et. Toujours la simplicité. Ouais, et là l'IA, alors moi j'avais appris à développer à l'école, donc je savais de quoi je parlais, mais pour se mettre un petit peu à la page ou quoi, le verbiage. Ah ouais, on a développé, avec un pote là, Alex, on a développé l'appli ceux qui connaissent un peu, c'est quelques semaines. JS, du Python, ouais, j'ai du Kotlin, j'avais un Kotlin pour la partie interface et c'est du C++ pour la partie traitement du signal, pour aller vite, pour que ça tabasse. Et donc là, pour faire ce développement, on utilise, comme beaucoup de développeurs aujourd'hui, je pense qu'il n'y en a pas qui coupent. Voilà, donc l'IA vient nous fournir au moins le verbiage et puis les structures, etc. Après, à nous de comprendre ce qui se passe et d'adapter. Et oui, voilà, ça permet de fournir rapidement la coquille. Ouais. Et après, même maintenant, ça commence à très bien marcher. Ouais, c'est sûr. Ah, voilà. Donc ça, c'est pour la partie, est-ce que ça nous aide? Est-ce que demain, on va pouvoir faire plus avec? Alors, analyse des données, peut-être, les résultats. Voilà, on a l'ambition, mais nous, c'est du pas à pas. C'est-à-dire qu'on veut ancrer, là, cette année, les gens utilisent le système, trouvent des nids et répètent. Donc le système, ça s'appelle LockNest. Ouais. Et l'application? Ça, c'est SDR ProTrack. SDR ProTrack. Parce qu'en fait, ça utilise une clé SDR. Donc la clé SDR, c'est ce qui va permettre de numériser le signal radio pour que le téléphone puisse l'exploiter. Et ProTrack, c'est pour traquer en identifier la source. L'idée, c'est que cette application, elle ne sert pas que à la localisation des nids de frelons. N'importe qui veut identifier une source de signal radio peut l'utiliser. D'accord, on a maintenant des applis qui marchent. Les gens répètent, trouvent des nids et ça commence à enchaîner. Du coup, moi, les challenges de demain, d'abord, ça va être de faire des balises qui soient. C'est ma question. Ouais, j'anticipe. Mais pour faire le lien avec l'IA, c'est que ma priorité là, pour moi, c'est d'être capable de produire toute la demande pour l'année qui vient. Ouais. Donc là,
truc. Il faut que j'augmente le contenu en termes de formation. Parce que l'air de rien, c'est pas si facile que ça à utiliser. Enfin, pour toi, c'est facile parce voilà. que tu connais le produit sur le bout des doigts. J'en ai équipé un millier. La dernière fois, je discutais, il y avait mes gosses qui faisaient je sais pas quoi et tout. Moi, j'ai équipé un frelon, je me rends plus compte. Le petit papy du Jura qui a jamais vu. Donc moi, il faut que je continue. Sur la partie récepteur, c'est pour ça que j'ai développé cette appli pour avoir un truc. J'avais un truc qu'on utilisait tout à l'heure, un peu de nerd. C'était un peu compliqué. Les mecs, ils avaient peur. Rien qu'en ouvrant le truc, donc c'était un problème. Des onglets partout, voilà, des chiffres. Ça, maintenant, tu branches le truc, tu fais OK, tu touches à rien, c'est parti. Voilà. Maintenant, j'ai une partie du travail à faire également sur la partie balise. Aujourd'hui, il faut mettre la batterie en position. L'air de rien, c'est petit, c'est faire gaffe. J'avais un ancien qui avait des petits problèmes qui tremblait un petit peu, mais qui saccageait toutes les balises. Bon, voilà, donc... ou sinon un petit coup de calva et puis on ne tremble plus après ça. Ça peut aider. En tout cas, il faut que je continue à travailler sur ce petit outil-là. Il faut que ce soit bien, il faut que ce soit fiable, il faut que ça marche pour que le frelon, que chacune des étapes. Que ça soit simple, simplifier vraiment l'usage. Et effectivement, j'ai déjà dans mon post-it, dans mon petit bureau, marqué que essayer de récupérer de l'information sur les chasses, puisque c'est possible. Hein. Tu démarres une chasse, tu trouves le nid, tu enregistres la position du nid, et derrière de faire manger ça par une machine. Alors l'IA, c'est un grand mot, mais presque c'est plutôt du deep learning que de l'IA, pour être un peu plus précis. Donc essayer de faire tourner des analyseurs là-dessus pour pouvoir dire est-ce que je suis capable de détecter, de voir quelque chose quoi. Dans la chasse, le trajet suivi par l'opérateur. Il faudra encore que les gars autorisent l'accessibilité aux données. Il fallait les premières GPD qui sont posées derrière. Tout ça. Surtout en Europe, chez nous. Voilà, mais si c'est fait correctement, derrière de pouvoir faire manger ça et de pouvoir dire est-ce que je peux pas processer ça dans l'application et pouvoir aider ou alors fournir de la donnée aux machine learning pour qu'ils puissent ressortir des comportements. Est-ce que j'ai des schémas, est-ce que je suis capable d'amener un peu plus nous aider à analyser les comportements, d'amener un peu plus que ça. Les méthodes de lutte, etc. Exactement. Moi, ce qui est sûr, c'est que un traceur idéal, si tu pouvais imaginer quelque chose qui serait dans l'idéal, ce serait que ce soit le GPS. Donc moi, je continue à faire de la veille là-dessus. Mais bon, de toute façon, c'est trop lourd. Parce que moi, vraiment, j'ai le minimum de composants pour... Toi, c'est du radio. Quand on dit puce GPS, on voit souvent dans les journaux, il a inventé une puce GPS. Non, c'est pas une puce GPS, c'est un signal radio. Moi, j'ai le minimum de composants pour émettre un signal radio à une fréquence donnée. Donc ça, c'est ce que ça fait. Maintenant, donc du coup, moi, j'en capture la force de ce signal. Je suis capable de dire, du coup, c'est dans telle direction parce que c'est là où il y a le plus de force. Donc, vous avancez par là et puis plus vous arrivez. Demain, si j'ai 2 récepteurs et que je sais partager cette information, je peux trianguler. C'est-à-dire, je peux dire, alors là, du coup, je peux afficher sur une carte un endroit potentiel. Une petite zone où il y a forcément sûrement quelque chose. Donc, ça, c'est sans doute la suite. Parce qu'encore une fois, dans le développement, on avait un frelon qui décollait avec la balise. J'étais trop content. J'ai commencé à partager le système. Après, d'autres gens que moi arrivent à l'utiliser. J'ai vu qu'il y avait des Hollandais qui étaient aussi sur le même marché. Donc ça c'est le concurrent, je pourrais en dire un mot ensuite. Mais donc moi, du coup, en 2024, je commence à diffuser pour voir si d'autres gens que moi y arrivent à l'utiliser. C'est le cas, on trouve les premiers nids, mais bon, on remonte quand même pas mal de difficultés. Donc cette année, je bosse. Cette année, je simplifie pas mal de trucs. Là, ça commence à répéter, à enquiller les trouvailles de nids. Donc ça veut dire que je valide. Mais n'empêche que les gars me disent, il y a un certain cas dans lequel c'est difficile, et moi, je vais essayer de répondre à ça. Donc, notamment en essayant justement de voir si je peux aider à trianguler. Mais pour revenir à ta question, la balise idéale, c'est le GPS. C'est-à-dire celui qui t'envoie l'information, je suis là. Donc je regarde sur mon téléphone. Tu suis, tu sais exactement le point. Voilà, sauf que le GPS, c'est un micro-pros qui pèse 2 fois aujourd'hui le poids total. Sachant que ça, tu es obligé de toute façon de pouvoir... Le pros, il va calculer sa position, mais après, il faut l'envoyer, cette information. Donc, de toute façon, il faut le reste du système. Il faut aussi, en plus, le reste. Donc, pour l'instant, on est encore un petit peu loin. C'est trop gros pour l'instant. On est encore un petit peu loin. Quelques années peut-être. Peut-être, mais je pense qu'il va falloir attendre quelques années. Et il y a ce concurrent néerlandais qui est apparu. Alors, sa balise, elle ressemble beaucoup à la mienne, visuellement. Mais pour être honnête, je pense qu'il n'aurait pas eu le temps de développer ça si vite. Donc, c'est pas une copie. D'ailleurs, il travaille sur des fréquences beaucoup plus hautes, donc avec des portées largement réduites.
Donc c'est une approche assez différente. Je pense qu'elle est plus adaptée éventuellement à une approche citadine, parce que les portées sont très réduites, et ce qui nécessite du coup de chasser à très nombreux. En plus, c'est beaucoup plus cher. Soit la concurrence, ça n'a jamais fait de mal à un marché de toute façon. Ah, mais moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Ça va aussi dans le sens de l'histoire, je veux dire, quoi. C'est qu'il y a quelque chose qui marche, mais forcément, il y a des gens qui... Ouais, alors moi, de toute façon, normal, mon objectif, c'est d'apporter une réponse aux agriculteurs. Si demain, il y a un mec qui fait ça à 1 euro et qui inonde le marché et que les mecs trouvent des nuls de tout partout, moi, je dis, mais j'ai fait mon taf. Hein. Oui, tout à fait. J'ai mis le pied à l'étrier. J'ai pas réussi à sortir à 1 euro parce qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Il faudrait faire travailler les gens gratuitement. Des enfants. On n'y est pas, si tu veux, mais si demain, ça devait arriver, moi, j'aurais fait mon boulot, quoi. J'aurais engagé le truc. C'est une belle vision. Les mecs auraient résolu le problème. Voilà. Ça me dérange pas du tout. Il y a plein d'autres sujets que j'ai déjà en tête pour la suite des opérations. Le monde vaste, il y a tellement de choses à faire. Quand on est un peu bricoleur et quand on connaît un peu les technos et tout ça, et qu'on arrive à analyser le besoin, un problème et comment le résoudre. Il y a tellement de choses à faire. C'est ça, je suis passionné de... et puis sollicité déjà à plein de sujets. Mais donc, moi, je continue à accrocher parce que je considère que c'est pas encore fini. Donc, il y a encore de quoi faire pour rendre le truc encore plus simple et encore plus robuste. Donc voilà, en continuant dans cette trajectoire, mais avec certaines potentielles innovations à venir. Je te dis, éventuellement avoir deux postes. L'INRA à Avignon, ils utilisent un drone. Donc pour moi, c'est pas une réponse, le drone, dans le sens où c'est trop cher. Puis il faut avoir les agréments. C'est ce que j'appelle trop cher. Administratif aussi. Il faut être chasseur. Enfin, il faut être pilote, pardon. Déclarer les scénarios de vol. Un drone, ça coûte cher. Les déclarations, tout ce qui va avec pour que ce soit fait légalement. Après, qu'il y ait des mecs qui fassent ça un peu comme ça. Bon. Avec du drone de loisir, avec le drone de gamin qu'il a eu à Noël. Ouais, mais ça c'est interdit parce que tu peux pas embarquer une charge. Il faudrait des drones qui puissent embarquer une charge utile, qui soit conséquente. Donc c'est des drones à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros. Un hexamoteur. Les gros trucs. C'est des trucs, c'est des trucs qui coûtent 10 000 balles. Tu veux, donc il n'y a pas de réalité. Puis tu peux pas le faire voler, légalement, sans ayant les déclarations. Survoler des personnes, survoler des voies de exactement. Pour moi, ça n'a pas de réalité. En tout cas, eux, ils l'ont fait un petit peu dans un esprit de recherche. C'est très bien aussi. Et du coup, ils démontrent que si tu chasses du coup, avec un point fixe en hauteur, du coup, lui, il garde la portée qui permet à ce terrain de truc. Donc là, eux, ils enquillent les résultats. Bref, tout ça m'inspire en me disant qu'est-ce que je peux faire pour aider la traque et la rendre la plus performante possible. Maintenant que le frelon décolle, maintenant que ma balise, on commence à enquiller 3 et de vie, maintenant, les questions que je me pose, c'est ok, donc maintenant on met une demi-heure 90, est-ce qu'on peut mettre 10 minutes? Et c'est là où ça va devenir intéressant. Après, pour nous, les professionnels de la désinsectisation, c'est des prestations qu'on pourra peut-être proposer à nos clients. En disant, voilà, vous êtes embêté par des frelons, vous avez une ruche, un machin, ou je peux venir et le prix ce sera ça, et je suis sûr de moi. Mais ça, c'est compliqué parce que le protocole, c'est pas que la balise et c'est pas que le récepteur. C'est comment j'attrape le frelon, comment je l'équipe, comment j'y passe pas du temps. La formation qui est à côté, le savoir-faire. Comment je colle, si tu veux. Il reste encore aujourd'hui des éléments. Aujourd'hui, par exemple, le collage, là-dessus, c'est un travail de maquettiste. Il faut déployer une toute petite quantité de colle, assurer un collage bien centré. Tu fais ça, tu lâches, le frelon, il vole haut, il rentre direct. C'est le succès. N'empêche que... Si tu colles pas bien, n'empêche que ça reste lié à la personne, à entre guillemets, son talent, effectivement. Mais... moi, du coup, mon objectif, je te dis, là, ça c'est de répondre. C'est de dire, bon, ok, moi, je vais te donner des outils. Essayer de faciliter à quelqu'un qui ne sait pas faire, faciliter la tâche. Donc, ce qui n'était pas la priorité. D'abord, il fallait qu'on trouve les nids qu'on répète. Maintenant qu'on le fait, moi, je vais dire, bon, ok, très bien. Là, les mecs. On affine les process. Voilà, on affine, on rend le truc simple et efficace. Quelle colle j'utilise pour que la prise soit rapide, soit réussie à tous les coups et qu'il n'y ait pas d'aléas. Hier j'équipais les frelons pour tester mon nouvel outillage. Et quand il fait 4 ou 5, la colle que j'utilise, elle ne fait pas son taf. Alors, tu vas me dire, à 4 ou 5, il
n'y a plus de frelons. D'accord, sauf que n'empêche que moi, ça me trotte. Il y en a encore pas mal. Hein. Hier, ça faisait déjà 2 fois qu'on avait des grosses gelées. J'ai traité des nids hier et avant-hier, ils étaient encore pleins de gines. Ils étaient encore vivaces. Plein de gines. Bon, donc, voilà. Bon, pour dire que moi, ça me trotte, je me dis, bon, si je propose un procédé de collage qui réussit quand il fait 4 degrés, il va réussir quand il va faire 1. Encore mieux. Donc c'est un exemple de... D'arriver à trouver même les bonnes colles, les bonnes... Voilà, de sur quoi il faut... J'ai encore à travailler pour qu'à la fin, comme tu dises, le professionnel que tu es, ou même n'importe qui, tu dis, tu fais ça. Un apiculteur amateur tu sais que ça marche. Du jardin, tu sais que ça marche. Voilà. Et donc c'est ça qui manque encore. C'est bien. Écoute, on compte sur toi en tout cas. Ouais. Ton outil s'appelle Locknest, donc je mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Et puis écoute, je te remercie pour tout le monde et pour tout ce que tu fais pour la cause. Voilà. Avec plaisir. Et on se dit à une prochaine. Bon, ben, avec plaisir.